Bonjour, c'est Céline. Je vous souhaite une bonne année et surtout la santé. Une meilleure conjoncture agricole, de bons rendements pour vos cultures, des animaux en pleine forme. Bienvenue dans le premier quart d'heure agricole de 2021, le podcast de Ternet et WebAgri, qui vous donne plein d'infos sur vos cultures, l'élevage, la météo, etc. en seulement 15 minutes. Et si votre résolution était d'alléger un peu votre charge de travail? Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Peut-être est-ce votre cas. En agriculture, et plus particulièrement en élevage, beaucoup de fermes manquent de main-d'œuvre et les exploitants connaissent une surcharge de travail importante. Si le volume de tâches à effectuer et la capacité financière de votre exploitation le permettent, recruter un salarié peut être une solution. L'avantage, bien sûr, pouvoir partager ou décharger de certaines tâches, pour avoir moins la tête dans le guidon, comme on dit, et être heureux dans vos bottes. Pour autant, il est de plus en plus difficile de trouver des salariés agricoles compétents et motivés et de les fidéliser. Voici quelques conseils pour réussir votre recrutement en 5 points clés. Première étape, bien analyser votre besoin, c'est-à-dire les missions à confier, les compétences et aussi les savoir-faire souhaités, le budget disponible, la place du ou de la future employée, l'objectif, établir une fiche de poste. Deuxième étape, rédiger et diffuser l'offre d'emploi. Elle doit être claire et précise. Attention, son contenu est réglementé. Doivent y figurer notamment l'intitulé du poste, le type de contrat, le nom de l'employeur, ses coordonnées, etc. N'oubliez pas de parler des atouts de votre ferme et de cet emploi. Vous voulez que les gens postulent, non? Maintenant, il vous faut diffuser votre offre. Pour cela, tous les canaux sont bons. Internes, professionnels, collègues agriculteurs, organismes agricoles, ou non, amis, voisins, externes, job board, presse, mairie, commerce, réseaux sociaux, et même le bouche à oreille. Troisième étape, étudier les candidatures. Il s'agit de déterminer les critères de recrutement prioritaires pour vous et ceux plus secondaires. Ils vous permettront de faire un premier tri dans les CV et lettres de motivation. Par la suite, ce sont quelques savoir-être qui pourront faire la différence. Une fois les candidats sélectionnés, contactez-les par téléphone pour une deuxième sélection, avec une liste d'informations à demander pour que ce soit efficace. Quatrième étape, préparer et mener l'entretien d'embauche. Il importe de vous présenter comme votre exploitation sous le meilleur jour. Avec un accueil convivial dans un endroit calme et bien rangé, vous marquerez des points à coup sûr. Parlez de la ferme, du poste, de vos attentes. Interrogez la personne sur son expérience, ses motivations, ses qualités, ses points faibles. Il faut à la fois donner envie de travailler sur la ferme et juger si votre interlocuteur correspond à vos besoins. La question essentielle à vous poser, vais-je pouvoir travailler avec cette personne? Pensez à préciser la suite des événements et à vous y tenir, pour les délais et modalités de réponse notamment. Étape 5, la dernière, savoir fidéliser. Car une relation professionnelle réussie se construit sur le long terme. La clé, organiser le travail en répartissant les tâches pénibles qui ne doivent pas être toutes refilées. Et surtout, communiquer. N'hésitez pas à repréciser vos attentes, à valoriser les réussites de votre salarié et à lui signaler les points perfectionnés plutôt que ce qui ne va pas. L'idéal est de prévoir des échanges réguliers, mais aussi des moments conviviaux. Proposer des formations et impliquer ses employés dans les projets et stratégies d'entreprise leur permet de monter en compétences et de se spécialiser pour gagner en autonomie et prendre davantage de responsabilités. Et cela entretient la motivation autant que le salaire. À savoir, avant l'arrivée de votre salarié, vous devez remplir la déclaration d'embauche, mettre à jour puis afficher le DUER, document unique d'évaluation des risques professionnels, effectuer les affichages obligatoires, numéro d'urgence, texte de loi, mettre à disposition les notices sur les phytos, les médicaments, les machines, élaborer un règlement intérieur et un protocole de consigne. Vérifier aussi les équipements, extincteurs, trousses de premier secours, kit Covid. Si vous n'avez pas suffisamment de boulot ou de moyens financiers pour un temps plein, sachez que vous pouvez partager votre salarié avec d'autres agriculteurs. Selon un sondage en ligne en octobre sur WebAgri, 54% des éleveurs ayant répondu ont un salarié à temps partiel, dont 31% en partage sur plusieurs fermes. Évidemment, cette organisation peut être un peu moins souple et nécessite de se mettre d'accord avec d'autres exploitants. Mais cela permet de disposer d'une personne compétente même pour quelques heures. En général, elle est même plus adaptable et motivée parce qu'habituée à changer souvent d'exploitation et de méthode de travail. Merci pour ces précieux conseils, Céline. Malheureusement, dans certaines fermes, l'organisation du travail ou encore les résultats économiques ne justifient pas l'embauche d'un salarié. C'est notamment le cas en élevage où les 35 heures par semaine sont pourtant largement dépassées.
En lait, c'est d'ailleurs la traite et l'alimentation des veaux qui constituent le poste le plus chronophage, avec une moyenne hivernale de 31 heures par semaine pour 70 vaches laitières. En règle générale, c'est sur la conduite du troupeau et l'équipement qu'on parvient à grappiller du temps. Pour reprendre mon précédent exemple sur la traite, le même élevage équipé d'un robot passera 18 heures de moins chaque semaine sur ce poste. C'est logique. Du coup, tu préconises quoi? Se tourner vers la robotique? Pourquoi pas, mais alors faudra vraiment lister ces facteurs de motivation pour choisir quelle tâche robotiser. Temps de travail, pénibilité, disponibilité en main-d'œuvre et investissement, il faut tout prendre en compte. Parce qu'entre un robot de traite, un robot d'alimentation, une pailleuse automatique, un robot racleur et un repousse-fourrage, on n'est vraiment pas sur les mêmes échelles. Les montants varient de 20 000 à 200 000, donc autant vous dire qu'il faudra bien réfléchir. On a récemment publié un dossier à ce sujet sur WebAgri que je vous invite à consulter si la robotisation vous intéresse. Il s'intitule « Automatiser le travail en élevage, quelle tâche pour quel coût ?» Par ailleurs, sans robotiser, certains postes sont aussi plus simples que d'autres à déléguer. C'est ma deuxième piste. L'alimentation, par exemple, est déjà bien mécanisée en élevage. On peut alors adhérer à un groupe de dessilage en Cuba. L'idéal est d'avoir un chauffeur dédié sur l'automotrice et de bien réfléchir au tracé des fermes pour que la machine passe le moins de temps sur la route. En déléguant l'alimentation de cette façon, un éleveur peut économiser 30 minutes à 2 heures de travail par jour, selon son système. Côté coût, l'automotrice revient moins cher qu'un ensemble tracteur plus remorque traînée. On parle de 15 à 16 euros les 1000 litres contre 20 à 30 euros en individuel. Là-dedans, il faut compter environ 40% de charges fixes, principalement le remboursement de la machine, 30 à 35% pour le salaire du chauffeur, d'où l'importance d'optimiser au mieux sa tournée, 15% pour le carburant et 10 à 15% pour l'entretien. En fait, le prix dépendra surtout de la densité laitière, c'est-à-dire la production de lait globale divisée par le nombre de kilomètres de la tournée. En général, à partir de 150 000 litres par kilomètre, la rentabilité est assurée. Au-dessus de 200 000 litres par kilomètre, le prix passe même sous la barre des 15 euros les 1000 litres. Ça vaut le coup. Côté délégation, il y a aussi une autre possibilité. Faire tout ou partie de ces travaux de champ. Dans ce cas, même chose, on fait appel à la CUMA ou à l'ETA. D'ailleurs, ça permet parfois d'accéder à du matériel de pointe dont l'investissement ne serait pas justifié sur la ferme. Exemple, un semoir monograine équipé de coupures de rang qui permettra d'économiser de la semence, économie qui peut quand même représenter jusqu'à 10 euros par hectare en maïs. Sur le même principe, il y a aussi les bineuses avec guidage RTK, ou encore la coupure par tronçon ou par bus sur les pulvées. Bref, je suis vraiment pas une pro du matos, mais avec tous ces capteurs qui se multiplient, ça vaudra, je pense, davantage le coup de déléguer certains postes, plutôt que d'investir dans du matériel très coûteux et compliqué à utiliser. Après, tout est une question de chiffres, alors à vos calculettes. Heureusement Delphine qu'elles existent, car oulala, les calculs, c'est pas mon fort. Arnaud, c'est l'heure des marchés. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Je voudrais vous parler de ce qui se passe entre le moment à la moisson où les grains sont récoltés et tombent dans la benne, et le moment où ils arrivent à destination chez le client final, que ce soit le silo d'un meunier, celui d'un fabricant d'aliments du bétail, ou la cale d'un vraquier amarré sur le quai du port de Dunkerque par exemple, dans l'attente de partir vers le Maroc ou l'Algérie. Bref, on va parler de logistique des grains après récolte. Vous le savez, la concurrence sur la scène internationale est très rude pour vendre des céréales aux principaux pays importateurs. L'un des moyens de faire gagner la filière française en compétitivité, ce serait de réduire ses coûts de transport et de traitement des grains. Avec un objectif affiché dans le plan de filière, je cite, « gagner plus de 15 eurotonnes en moyenne sur le prix FOB ». Alors le prix FOB, c'est le prix Free on Board, excusez d'ailleurs mon accent, c'est-à-dire jusqu'à ce que le grain soit dans le bateau affrété par le client. Et comment compte-t-il faire pour y arriver? Alors pour se rendre compte de l'ampleur des efforts à faire pour atteindre cet objectif, France Agrimaire a commandé une large étude d'évaluation de ses coûts logistiques. Elle concerne 4 espèces, le blé tendre, l'orge, le maïs et le blé dur. C'est la première du genre et elle est riche d'enseignements. L'étude d'abord détaille des coûts moyens en fonction de l'espèce et de sa destination dominante. Ainsi, ces coûts moyens s'élèvent par exemple à 20,5 eurotonnes pour du blé tendre de Normandie, rendu Rouen. Si ce blé part en Bretagne pour l'alimentation du bétail, ça monte à 37 eurotonnes. 37 eurotonnes aussi pour de l'orge de brasserie récoltée dans la Marne, par exemple, et expédiée chez un brasseur belge. La palme des coûts les plus élevés revient au blé dur et au maïs chargé dans un train en Rhône-Alpes, par exemple, pour être envoyé chez un client italien. Ça se chiffre à 51 eurotonnes. Ces coûts, ils ont été évalués en découpant toutes les phases de la chaîne, le transport primaire, le stockage et le traitement du grain, le transport sur vente, et le FOBIM quand il s'agit de charger un bateau. Quand tu dis transport primaire, est-ce que ça comprend le transport du grain par l'agriculteur? Alors justement non Céline, ces chiffres n'incluent pas le coût des premiers kilomètres de transport effectués par le producteur quand il va livrer son grain au silo de sa coop ou de son négoce.
Mais, et c'est là l'autre renseignement à évoquer, l'étude les a estimés. Ce coût caché n'est pas négligeable. Il varierait entre 1,28 eurotonnes transportées pour une courte rotation de 30 minutes et 5,12 eurotonnes pour une rotation de 2 heures. C'est évidemment en fonction de la localisation du silo de collecte par rapport à l'exploitation ou le champ récolté. Les collecteurs proposent parfois aux agriculteurs des primes de meilleure approche pour inciter les agriculteurs à livrer directement un silo expéditeur plus éloigné de leur ferme. Cette demande représente entre 5 et 10% des volumes collectés selon les organismes stockeurs. L'enquête montre que cette prime est rémunérée entre 25 et 50 centimes du kilomètre par tonne, avec une moyenne proche de 4 euros. Mais pour le collecteur, cette prime de meilleure approche coûterait toujours moins cher qu'un passage par une plateforme avec rupture de charge, impliquant de la manutention et des frais de transfert intersites. Demander aux agriculteurs une meilleure approche des grains, c'est bien pour faire des économies, surtout quand ça permet in fine de fermer une plateforme tampon et d'en supprimer les coûts fixes. Si vous êtes producteur, attention donc à bien mesurer le coût caché qu'induit un déchargement vers un site plus éloigné de votre ferme. Votre collecteur vous indemnise, certes, mais il faut voir si cela compense bien ce coût d'un trajet plus long en tracteur. Bon, tu évoques un objectif d'économie, mais quels sont les moyens d'y parvenir ? Réduire de 15 eurotonnes en moyenne les coûts de la logistique céréalière s'annonce compliqué, car l'étude estime que les coûts de transport vont indéniablement augmenter, que ce soit le transport routier, fluvial ou ferroviaire. Les auteurs suggèrent de limiter les ruptures de charge en optimisant, selon les situations, les transbordements au champ, le stockage à la ferme et en silo-bag ou la livraison directe dans les silos expéditeurs. Une piste un peu plus surprenante, les opérateurs auraient quelques euros à gratter en maîtrisant davantage leur marché export et en privilégiant des industriels plus prévisibles que les grands groupes de trading international. C'est ce qu'on appelle les Big Four, ADM, Bunge, Cargill ou Louis Dreyfus. En clair, s'adapter à l'imprévisibilité du marché mondial et ses rouages, ça a un coût. Développer plutôt des débouchés contractualisés sur le long terme serait peut-être source d'économie. En tout cas, tu l'auras compris Céline, les marges de manœuvre apparaissent bien minces. Dis-moi Mélie, tu pars bronzer au ski ? Non, pas vraiment Céline. Dans le contexte sanitaire actuel, pas facile d'aller skier. Mais je vais y parler de la neige. Et que vas-tu nous apprendre cette fois ? D'abord, revenir sur ce qu'est la neige. Comme l'explique Météo France, c'est en fait des précipitations qui tombent d'un nuage et qui atteignent le sol lorsque la température de l'air est négative ou proche de 0 degré. Ces cristaux de glace s'agglomèrent et forment des flocons. La forme de ces flocons va varier en fonction de la température et de l'humidité au sein du nuage. Il n'y a donc pas que de la neige en forme d'étoile, comme on le pense souvent, mais il existe aussi 2 autres formes de neige, les plaquettes et les aiguilles et colonnes. En France, en général, la neige va tomber en plaine lorsque la température sous abri est comprise entre -5 et 1 degré. Peux-tu nous en dire plus sur les différentes formes de neige ? Oui Céline, on peut en distinguer 3 selon la quantité d'eau liquide qu'elle contient. D'abord la neige sèche, c'est-à-dire celle qui ne contient pas d'eau liquide et qu'on retrouve fréquemment en montagne. Elle est légère et poudreuse et tombe souvent lorsque les températures sont nettement inférieures à 0 degré. C'est celle qui est le plus appréciée des skieurs. Bon, apparemment pas par tous. Allez! Mais je peux pas! Laisse-toi aller! Parce que la neige, elle est trop molle pour moi! Tu l'as déjà fait, oh! C'est trop dur! Viens, c'est fastoche! J'y vais, mais j'ai peur! Après la neige sèche en montagne, il y a aussi la neige humide ou collante. C'est celle qui tombe quand les températures sont légèrement positives. On la retrouve surtout en plaine. Et enfin, la neige mouillée, quand les températures sont comprises entre 1 et 3 degrés. Elle contient beaucoup d'eau liquide et est donc très lourde. Prévoir la neige, c'est un peu compliqué, non ? Oui, pas facile pour les prévisionnistes. Comme la neige est le résultat de 2 masses d'air en conflit, de l'air froid d'un côté et de l'air doux de l'autre, ils doivent donc examiner l'activité et l'évolution de la perturbation, ainsi que les températures dans l'air et au sol. Quand la température avoisine les 0 degrés, l'eau peut passer facilement de l'état liquide à l'état solide et inversement. Pas facile alors de savoir si ce sera de la neige ou de la pluie qui va tomber. Et pour leurs prévisions, ils utilisent des modèles et se basent aussi sur l'imagerie issue des satellites et des radars. Ils peuvent ainsi voir les zones concernées par les précipitations, l'intensité de ces pluies et la probabilité qu'elles tombent sous forme de neige. Finalement, à quelle période de l'année est-il plus fréquent d'avoir de la neige ? En montagne, la neige peut déjà tomber fin août début septembre, mais souvent au-dessus de 2000 à 2500 mètres d'altitude. En plaine, le plus fréquent, c'est de la 2e quinzaine de novembre jusqu'en mars-avril. À noter quelques exceptions cependant.
Sous le règne de Louis XV, dans la nuit du 29 au 30 septembre 1764, une quinzaine de centimètres de neige étaient tombés sur les hauteurs de la Loire et du Rhône. Plus proche de nous, des épisodes neigeux ont été observés en octobre, mais plutôt à l'est du pays. Très bien Amélie, à défaut d'aller skier, au moins aurons-nous peut-être la chance de voir notre belle campagne toute blanche dans les semaines qui viennent. Un grand merci aussi à Delphine et Arnaud pour leur chronique. Et merci à vous de nous être toujours fidèles. Et encore bonne année à tous! Autre résolution pour 2021, abonnez-vous au Quart d'heure agricole. À dans un mois pour le prochain numéro.